Bonjour et bienvenue à notre événement Facebook Live en français, traiter les réactions anaphylactiques avec les auto-injecteurs d'épinéphrine. Je m'appelle Carla Da Silva et je suis consultante auprès d'Allergie Alimentaire Canada. Notre invité aujourd'hui est le docteur Philippe Bégin. C'est le mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires et cette séance fait partie de notre initiative L'anaphylaxie, connaissez-la, traitez-la, dont le but est de démystifier l'anaphylaxie et de renforcer la capacité des Canadiens et des Canadiennes à reconnaître les signes et les symptômes de l'anaphylaxie ainsi qu'à savoir comment traiter une réaction anaphylactique. Dans cette séance, le docteur Bégin passera en revue les différents auto-injecteurs d'épinéphrine offerts au Canada pour traiter l'anaphylaxie et fera une démonstration de chacun d'entre eux afin de vous permettre d'identifier lequel pourrait être meilleur pour vous. De plus, vous comprendrez mieux les signes et les symptômes de l'anaphylaxie, ainsi que quand et comment administrer une deuxième dose le cas échéant. Si vous avez des dispositifs de formation, ayez-les à portée de main afin de participer au moment des démonstrations. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Ils ne sont pas obligatoires pour la séance d'aujourd'hui. Avant de poursuivre, j'aimerais couvrir certains points d'ordre administratif. Les renseignements fournis dans cette séance sont généraux et sont offerts qu'à des fins informatives et éducatives seulement. Ils ne constituent pas un avis médical et ne visent pas à proposer des recommandations, des diagnostics ou des traitements. Veuillez consulter votre médecin ou celui de votre enfant si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à votre santé ou celle de votre enfant. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans les commentaires et nous répondrons le plus de questions possible. Cette séance sera enregistrée et partagée sur Facebook et sur allergiealimentairecanada.ca par la suite afin que vous puissiez l'écouter de nouveau et la partager avec d'autres personnes que vous côtoyez. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Philippe Bégin. Le docteur Bégin est chercheur clinicien et professeur agrégé au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Il enseigne également l'allergie et l'immunologie à l'Université de Montréal. Il est directeur de la clinique publique d'immunothérapie orale à l'hôpital Sainte-Justine. Le docteur Bégin siège au conseil d'administration de la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique et est membre du conseil consultatif médical d'allergie alimentaire. Merci d'être avec nous, docteur Bégin. Vous êtes clairement très occupé, donc on vous remercie d'avoir consacré le temps à la séance d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous partager certaines diapositives afin que le docteur Bégin nous explique l'anaphylaxie et comment traiter une réaction. Merci de patienter. Voilà. Super. Ben, merci de l'introduction, d'accord? Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Euh, premièrement, comment reconnaître l'anaphylaxie? L'anaphylaxie, c'est la réaction allergique qu'on va faire lorsque l'allergène, l'aliment auquel on est allergique, est passé en circulation sanguine. Donc, il se distribue partout dans le corps, donc il peut activer les cellules du système immunitaire partout dans le corps. Donc, c'est une réaction généralisée. Donc, on va le reconnaître. D'abord, par exemple, si je prends un aliment puis que je le mets dans ma bouche, partout ça va venir toucher dans la bouche, ça va piquer. Quand ça arrive dans mon estomac, ça va me donner mal au ventre. On ne va pas nécessairement parler d'anaphylaxie à ce moment-là, parce que c'est vraiment juste un endroit où est-ce que ça l'a touché. L'anaphylaxie, c'est lorsque l'aliment donc, passe en circulation sanguine. Donc, je vais chercher des symptômes qui sont à distance de où est-ce que l'aliment est allé toucher. Quand ça arrive, ça nous dit que bon, donc l'aliment est en circulation sanguine, c'est une réaction qui est plus importante, et puis on va vouloir la traiter avec l'adrénaline. Donc, le truc qui a été développé, c'est de regarder si on a plusieurs systèmes d'atteinte. Les systèmes, c'est les différentes parties du corps, donc les poumons, la peau, le tube digestif, la circulation sanguine. Donc, si on a deux systèmes d'atteinte parmi les quatre qui sont présentés à l'écran, ce qu'on dit, c'est fort probablement une anaphylaxie et on devrait traiter. Donc, du moment qu'on a de l'urticaire, donc des boursoufles rouges qui piquent sur la peau, donc pas nécessairement juste au niveau de la bouche où ça touché, mais distribué ailleurs sur le corps, et qu'on a un autre système d'atteinte qui va être soit la respiration, donc la respiration, ça va se présenter des fois comme une crise d'asthme, donc ça va sciller, ça va être plus difficile de respirer, ou des fois de l'enflure dans la gorge, où est-ce qu'on va avoir de la misère à avaler la salive, ou que ça va faire du bruit quand la rentre comme ça.
Ça, dans ce cas-là, on va dire que c'est de l'anaphylaxie. Si on a une atteinte digestive, avec l'atteinte cutanée aussi, donc si on se met à vomir et qu'on a des plaques partout sur le corps. Et enfin, si on se sent étourdi, ça laisse supposer que notre pression, elle est plus basse et puis qu'on atteint sur la peau. D'emblée, on va dire, allez-y, donnez l'adrénaline. C'est probablement de l'anaphylaxie. À noter qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir des symptômes cutanés. Donc, il y a à peu près 10 à 20 des gens qui font une anaphylaxie qui n'ont pas de plaque sur la peau. Donc, on va le reconnaître parce qu'on a d'autres symptômes qui sont apparus. Donc, je me suis mis à sciller, faire une crise d'asthme, mais j'étais étourdi. Donc, on a deux systèmes d'atteinte. On peut dire que c'est de l'anaphylaxie. L'autre chose, c'est que si c'est des symptômes plus importants, on parle de l'ABC en secourisme, là, donc les voies respiratoires, la respiration ou sinon la circulation sanguine. Donc, si je me sens étourdi, ma pression chute ou que j'ai de la difficulté à respirer, je n'ai pas besoin d'avoir un autre système d'atteinte si je suis dans un contexte où ça fit avec une réaction allergique. Donc, si quelqu'un scille tout seul comme ça, on va dire, ben, il fait une crise d'asthme, c'est correct, il y a peut-être eu un chat, c'est peut-être les pollens, c'est peut-être un virus. Mais si je viens de manger, par exemple, des arachides, puis que je me mets à sciller, ou si je viens de manger des arachides, puis je suis étourdi, on assume que c'est une anaphylaxie, puis là aussi, on va vouloir traiter immédiatement. On ne va pas attendre d'avoir deux systèmes à ce moment-là, parce qu'il y a un contexte qui fait que là, notre niveau de suspicion est un petit peu plus. Notre suspicion est plus élevée, donc notre seuil pour déclencher le traitement doit être un petit peu plus faible à ce moment-là. Donc, un seul système, c'est la respiration ou la circulation sanguine à ce moment-là. Merci beaucoup. Et pouvez-vous maintenant nous parler des différents auto-injecteurs offerts au Canada? Oui, donc on en avait trois jusqu'à récemment, mais là, il y en a un qui a été retiré du marché, donc il nous en reste deux. Donc, celui qui est le mieux connu, c'est l'EpiPen. Donc, dans les deux cas, EpiPen et allergique, les deux viennent en deux concentrations différentes. Donc, l'EpiPen, je l'ai dans les mains ici. Ça, c'est le démonstrateur, ce n'est pas le vrai EpiPen. Le vrai, il va venir dans un étui comme ça de plastique. Donc, on va le sortir de l'étui. Et puis, il y a une portion bleue et puis une portion orange. En fait, le bleu, c'est un garde. Donc, tant que le garde est en place, le bouchon bleu est en place, on ne peut pas piquer avec le bout orange. Donc, l'aiguille sort toujours du bout orange. Une fois que j'enlève le garde, là, il est armé. Donc, si j'injectais, ben, si je frappais avec, là, l'aiguille sortirait puis on aurait notre injection. Donc, à l'intérieur de mon épine, il y a une petite seringue avec un ressort. Et puis, quand on enclenche le bout vert, ben, tout le mécanisme s'enclenche. L'aiguille va sortir, puis ça va donner l'injection. L'injection va se donner, grosso modo, surtout dans la première seconde, mais au bout de 2 secondes, c'est vraiment tout donné. Évidemment, quand on est en train de se donner une épinéphrine, c'est parce qu'on est en train de réagir, on est un petit peu stressé, on a tendance à compter vite. Fait que ce qu'on recommande, c'est de compter 5 secondes, ou même si on sait qu'on est stressé et qu'on va être sûr, on peut compter jusqu'à 10 secondes avant d'enlever notre épipène. Le risque, c'est de piquer puis retirer tout de suite. Mais là, possiblement que le médicament n'a pas eu le temps d'être donné au complet. Donc, je vais montrer tout de suite l'allergique avant de me lever puis montrer comment on le donne. L'allergique, lui, est arrivé plus tard. Fait que l'épipène, on connaît le terme, ça fait des dizaines d'années que c'est sur le marché. L'allergique, lui, est plus récent. C'était deux ingénieurs deux frères, en fait, aux États-Unis, là, dont un qui était allergique, je pense que c'était les arachides, qui s'était dit, bon, c'est gros, l'épipène, on n'aime pas ça, on aimerait penser à quelque chose qui est plus petit, plus compact, qui va plus plaire aux patients. Donc, ils sont arrivés avec ce produit-là. Donc, vous voyez tout de suite, c'est plus petit. C'est un peu la grosseur d'un petit téléphone. Les gens, donc ça rentre dans une poche. Donc, c'est son gros avantage. Et l'autre différence, c'est qu'il parle. Donc, quand on l'ouvre, Ce démonstrateur ne contient pas d'aiguille ni de médicaments. bon, le vrai ne dirait pas ça, il embarquerait direct là. Si vous êtes prêt à utiliser l'auto-injecteur, retirez le dispositif de sécurité rouge. Pour faire l'injection, placez l'extrémité noire contre le côté extérieur de la cuisse, appuyez fermement contre la cuisse et maintenez en place pendant 5 secondes. Et normalement, c'est sur la cuisse. Je vais le faire juste pour vous montrer. 3, 2, 1. Injection terminée. Le démonstrateur
Donc, là, évidemment, je l'ai fait dans les airs pour vous montrer, pour que vous puissiez entendre qu'est-ce qu'il dit, parce que quand je vais être debout, vous n'entendrez pas nécessairement aussi bien. Ce qui est important à savoir avec ce dispositif-là, c'est il parle lentement pour qu'on comprenne bien. Cela dit, on n'est pas obligé d'écouter tout le discours si on sait ce qu'on veut faire avec. Donc, si vous êtes prêt à l'utiliser, vous pouvez immédiatement enlever les dessus, enlever le bout rouge et piquer immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'attendre tout le discours. Injection terminée. Et merci pour cette information sur les deux Peut dispositifs. être réutilisé à des Parlons maintenant de la position du corps. Est-ce important que la personne soit positionnée d'une façon précise? Fait que l'endroit où est-ce qu'on veut injecter, c'est dans le quadriceps, là, puis dans le vaste latéral. Donc, c'est dans le fond, dans le gros du muscle, où est-ce qu'il y a le plus de viande finalement, là, où est-ce qu'on est sûr que l'aiguille va arriver dans le muscle, parce que c'est là que ça va être le mieux absorbé. Comme c'est le plus gros muscle du corps, c'est le muscle qui reçoit le plus de sang. Donc, le médicament va être absorbé le plus rapidement s'il est injecté à cet endroit-là. Donc, ici, on a vraiment le parfait exemple là, parce qu'on a un jeune homme bien musclé, là, fait qu'on on voit clairement qu'il y a du muscle en masse, là, fait qu'on pique là-dedans. Fait que lui, si on piquait un peu à côté, là, ce ne serait pas bien grave. Par contre, on peut imaginer que quelqu'un de plus jeune ou de plus mince, le muscle, donc, il est moins épais. Donc, on veut vraiment aller dans le milieu ici, sur le côté en avant, en plein milieu de la cuisse. C'est là que le muscle va être le plus épais. Si on s'en va plus haut, plus bas, plus en avant, plus en arrière, ben, c'est pas très grave. C'est juste qu'on risque de frapper l'os, puis ça peut faire mal à ce moment-là. D'ailleurs, une question qu'on se fait souvent poser, c'est chez les petits bébés qui ont presque pas de muscles, qu'est-ce qu'on fait? Ça va arriver direct dans l'os. Ce qu'on peut faire, c'est piquer un petit peu de côté à ce moment-là pour éviter que l'aiguille aille taper l'os parce que c'est pas dangereux, mais ça fait mal quand ça pique dans l'os. Une exception à ça, c'est au contraire les personnes qui font de l'embonpoint, puis encore à plus forte raison les femmes, parce que la distribution des graisses n'est pas la même, et puis ça va typiquement aller se loger plus au niveau des cuisses. Fait que ça se peut qu'on ait ce qu'on appelle un pad adipeux, donc une couche de graisse en sous-cutanée qui soit à peu près finalement plus longue, plus épaisse que l'aiguille est longue. Fait que l'injection ne va pas nécessairement se faire dans le muscle. Ça va généralement fonctionner quand même, mais ça va vraiment fonctionner moins rapidement que si on donnait dans le muscle. Donc, ce qu'on suggère à ce moment-là, c'est de donner un peu plus bas qu'en plein milieu de la cuisse, de se rapprocher un petit peu du genou, parce que quand on regarde une cuisse, là, on a le muscle, on a aussi la graisse par-dessus, mais ça vient comme se rétrécir parce qu'autour du genou, il n'y a pas vraiment de graisse. Et plus on se rapproche, plus le adipeux devient petit. Fait que c'est un truc, ça serait d'injecter plus proche du genou chez les patients qui font de l'embonpoint. Puis, dans les trois exemples ici, ben, c'est trois positions qui sont correctes pour le donner. En général, si on est capable, c'est un peu mieux d'être assis ou couché parce que le muscle va être relâché. Et puis, si on est debout puis que le muscle est contracté, on est capable de relâcher le muscle si on est debout aussi. Là. Mais si le muscle est contracté, ça va faire un petit peu plus mal quand on va piquer dedans. Mais ce n'est pas problématique d'être debout quand on donne, surtout si on se donne à soi-même et qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. L'autre avantage, si on est assis puis couché, ben, c'est que si jamais on avait une petite chute de pression puis qu'on était étourdi, ben, on risque moins de perdre connaissance si on est assis puis si on est couché. D'ailleurs, si on fait une réaction, une recommandation, donc on s'assoit ou on se couche. Si on se sent bien qu'on n'est pas étourdi, c'est pas essentiel, là, parce que des fois, le monde dit oh là là, tu te fais une réaction, il faut absolument te coucher par terre. Puis là, il couche la personne par terre dans le centre d'achat devant tout le monde. C'est un petit peu gênant, puis ça n'a pas nécessairement lieu d'être. Fait que l'idée, c'est vraiment surtout si on est étourdi ou dans le doute, ben là, on se relaxe. Par contre, si on est assis ou couché au moment qu'on se donne les médicaments, faire attention parce que si on se lève trop vite, on a peut-être déjà la pression un petit peu basse. De la même façon que quand on est un peu déshydraté ou que notre pression est basse, on se lève trop vite, on se sent un petit peu étourdi, on voit des points noirs, bien, ça risque de faire ça à ce moment-là. Puis si ça le fait plus fort, des fois, le monde peut même perdre connaissance à ce moment-là. Donc, on va toujours bouger de façon lente quand on fait une réaction au lieu de se lever tout d'un coup. Pour les enfants, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui se couche à côté parce que être tout seul avec des adultes debout autour de toi, c'est un petit peu intimidant et ça ne donne pas une super belle expérience. Mais si ton papa ou ta maman est couché en avant de toi et te parle en même temps, ben déjà là, c'est plus agréable. Fait que ça fait que le patient va vivre une meilleure expérience. C'est déjà pas le fun, la réaction. Fait que aussi bien que tout ce qu'on peut améliorer, on le fait.
Euh, une chose aussi, c'est que si le patient a mal au cœur, ben, couchez-le pas sur le dos, parce qu'avoir mal au cœur, avoir envie de vomir quand tu es sur le dos, ben, c'est déjà particulièrement pas agréable. Puis si tu vomis un peu, tu te revomis dans la bouche, c'est encore plus dégueu. Donc, on se couche sur le côté. Si on a besoin, on amène un plat pour que la personne puisse vomir, si c'est le cas. C'est toujours une bonne chose de vomir, hein. On ne fait pas vomir les gens parce qu'on ne va pas faire par exprès d'un coup que la personne s'aspire dans les poumons, vomit ou peu importe, là. Fait que, on ne dit pas de faire vomir les gens, mais si on a envie de vomir, on laisse aller, on ne se retient pas. Pourquoi? Parce qu'on réagit, on fait une anaphylaxie, puis comme je dit tantôt, parce que l'allergène est en circulation sanguine, mais l'allergène, il vient de l'estomac. Fait que tu as l'allergène aussi, il y a l'estomac qui n'est pas encore absorbé, mais si tu vomis, c'est une façon de te protéger, c'est une façon de te débarrasser du reste de l'allergène. Donc, on laisse aller. Il n'y a pas de problème, on ne garde pas ça dans nous quand le corps veut le faire sortir. Et puis, est-ce qu'il y a des erreurs courantes que les gens font lors de l'administration de l'épinéphrine qu'ils devraient éviter? Fait que une erreur que j'ai un peu mentionnée tantôt, c'est de ne pas piquer suffisamment longtemps. Fait qu'on est stressé, on pique puis on sort tout de suite, puis là, ça coule à terre. Fait que là, évidemment, l'épinéphrine, une fois à terre, quand même bien qu'on la licherait, ça ne marchait pas, il faut que ce soit injecté, là. On ne peut pas juste la boire. Fait qu'on a perdu notre dose, puis là, on espère avoir un autre épipène ou allergène disponible pour pouvoir donner une autre injection. Mais si on n'en a pas, là, on est mal pris parce qu'on a carrément perdu notre dose. L'autre erreur qu'on voit, en fait, celui-là, c'est avec l'épipène spécifiquement, c'est que c'est un peu contre-intuitif le fait qu'il faut piquer avec le bout orange, mais que le bouchon il est de l'autre bord. Le monde aurait plus souvent l'impression de s'imaginer que c'est comme un stylo, fait que j'enlève mon bouchon puis je pique avec le bout qu'on écrit. Mais c'est pas ça, un épipène. Donc, quand le monde euh, le voit comme ça, ben, il dit j'ai enlevé le bout bleu, puis là, il voit un petit trou parce que en fait, c'est le trou de la petite pine ici qui bloquent le mécanisme. Ils se disent, ah, probablement que l'aiguille va sortir de là. Puis là, ils utilisent ça comme un pouce-mine. Puis ils vont pousser ici pour le faire sortir. Ben là, ces gens-là viennent de se piquer dans le doigt. Puis là, c'est à peu près long d'1 centimètre, là, un petit peu plus qu'un centimètre, l'aiguille. Fait que ça va traverser le pouce. Puis on a plein d'exemples de gens qui sont injectés, ils ont l'aiguille, puis c'est pogné dans l'os, là. Fait qu'ils sont obligés d'aller à l'urgence pour faire sortir de là. Fait que là, tu as deux patients. Tu as un patient qui fait une anaphylaxie puis qui n'a pas eu sa dose. Puis tu as un patient qui s'est injecté de l'adrénaline dans le pouce puis qui s'est fait une fracture de l'os du pouce. Puis en plus, de l'adrénaline, partout dans le corps, il n'y a pas de problème, mais si tu mets sur le bout des doigts, là, ça peut être dangereux parce que ça fait fermer les vaisseaux sanguins, l'adrénaline. C'est bien dans le contexte de l'anaphylaxie parce que c'est le contraire. Les vaisseaux sanguins se dilatent, puis c'est pour ça que la pression chute. Fait qu'on veut les resserrer un petit peu. On va augmenter le tonus des vaisseaux sanguins. Sauf que si tu fais ça sur le bout de ton doigt, c'est justement des petits vaisseaux sanguins que le sang ne circule plus, puis tu peux avoir de la nécrose, ça veut dire perdre le bout de ton doigt là, comme des engelures. Fait que si jamais ça arrive par accident, il faut aller à l'urgence parce qu'il faut qu'il injecte un antidote dans le doigt à ce moment-là. Bref, le mieux, c'est de ne pas faire l'erreur en se pratiquant pour que ce soit naturel, si on veut le donner, que c'est dans ce sens-là qu'on pique et que le bout bleu, c'est vraiment le garde, mais qui est du côté opposé. Fait que le bleu, on dit c'est vers le ciel, fait que ça pointe par en haut, puis l'orange, ben, c'est dans la cuisse qui s'en va. Fait qu'on dirige comme ça, notre épipène. L'allergèque, lui, c'est moins un problème parce que il y a juste un bout. Fait que, le bout ici, ben, c'est quand même un bout de plastique, là. Fait que personne ne penserait à s'injecter avec ce côté-là. Fait que lui, ce risque-là, il est moins là. Merci beaucoup, des points très importants à retenir. Passons maintenant à quoi faire au moment d'une réaction allergique. Pouvez-vous nous expliquer les étapes à suivre et est-ce que l'ordre de ces étapes est important? Fait que la première chose comme une réaction, c'est l'adrénaline. Fait que l'adrénaline, épinéphrine, c'est deux synonymes. En passant, l'adrénaline, des fois, le monde dit ça, c'est plus l'hormone. Épinéphrine, c'est quand tu utilises un médicament, mais c'est exactement la même hormone, finalement. Euh, donc, l'idée, c'est qu'on veut la donner le plus tôt possible parce que ce que ça fait, c'est une hormone qui ouvre les bronches, les tuyaux qui amènent l'air au poumon, qui augmente la pression sanguine. Fait que ça, c'est bien. C'est une hormone de stress qui fait finalement l'inverse de ce que fait l'anaphylaxie. Fait que ça va traiter les symptômes d'anaphylaxie. Mais il y a des récepteurs d'adrénaline sur les cellules d'allergie partout dans le corps. Fait que quand on fait une réaction allergique, c'est un peu une réaction en chaîne. L'allergène se promène, il est touché des cellules d'allergie qui commencent à s'activer. Quand la cellule s'active, ça libère des produits chimiques qui vont aller chatouiller les autres cellules à côté, qui vont s'activer aussi, puis ainsi de suite. Fait que progressivement, la réaction va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier. Il y a des récepteurs d'adrénaline sur les cellules.
La cellule qui a déjà réagi, ben, autant on ne peut pas rentrer les produits chimiques dans la cellule. Mais toutes les autres cellules qui n'ont pas encore activé, si on donne l'adrénaline vite, on va les désactiver. Fait qu'on va casser la réaction, on va l'empêcher de s'amplifier. Et les études ont montré que si l'adrénaline donnée dans les 30 minutes qui suivent le début de la réaction, elle va être beaucoup plus efficace que si elle est donnée plus tard. Plus tard, elle va quand même fonctionner, elle va encore sauver des vies, mais elle va juste te permettre de gagner le temps pour te rendre à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils vont être obligés de t'en donner d'autres, puis ça peut durer pendant des heures avant que ça rentre dans l'ordre. Alors que si tu la donnes tôt, là, ton but, c'est pas juste de gagner du temps pour te rendre à l'urgence, c'est de traiter la réaction, de la casser, de l'arrêter complètement, puis de l'empêcher de progresser. Donc, l'étape numéro un, c'est toujours l'adrénaline quand on a une réaction anaphylactique. D'ailleurs, juste le terme réaction anaphylactique, ça fait référence au type de réaction au niveau de la biologie, là. Mais parce qu'on entend aussi le choc anaphylactique. Choc anaphylactique, le choc en médecine, ça veut dire la pression est basse. Fait que des fois, le monde, ils viennent confus parce qu'ils pensent que choc anaphylaxie, c'est la même chose, donc il faut que tu aies une chute de pression. Mais en fait, quand on regarde toutes les anaphylaxies, c'est la grande majorité, la pression ne chute pas. C'est surtout respiratoire et puis cutanée qu'on va avoir, puis digestif aussi, mais la pression, c'est rare. Puis même des gens qui meurent d'anaphylaxie, c'est rare, mais quand ça arrive, 90% du temps, les gens meurent à cause de la crise d'asthme. Il y a juste 10% que c'est la chute de pression qui a causé le décès. Donc, il ne faut pas penser qu'il ne faut pas attendre la chute de pression avant de dire c'est de l'anaphylaxie. Le terme choc anaphylactique, ça porte plus à confusion finalement parce que ça donne cette comme fausse association-là qu'il faut attendre la chute de pression. La deuxième étape, c'est d'appeler au secours. Donc, ce qu'on recommande en général, c'est d'appeler le 911. Mais, puis là, vous voyez, bon, c'est par étapes ici, là, mais souvent le message, là, depuis 20 ans, là, c'était toujours réaction allergique, anaphylaxie, épi-urgence, épi-urgence. Ce qui fait que le monde les ont toujours comme associés ensemble. Il faut vraiment dissocier ces deux décisions-là. La raison qu'on dit d'aller à l'urgence ici, ce n'est pas à cause de l'épinéphrine. C'est à cause de la réaction anaphylactique qu'on dit à l'urgence pour s'assurer que, comme de fait, 30 minutes après, elle ne revient pas, qu'on va mieux et puis que c'est correct, qu'on peut retourner à la maison. Souvent, les gens pensent que c'est l'adrénaline qui est dangereuse, puis que si on donne l'adrénaline, il faut aller à l'urgence. Mais non, en fait, l'adrénaline, c'est vrai que c'est un médicament, lorsqu'il est donné intraveineux, qui est quand même un médicament sérieux. On va vouloir mettre le patient sous moniteur cardiaque et puis tout ça pour s'assurer que ça ne fasse pas des folies au niveau du cœur. C'est un médicament qu'on va donner en ressuscitation cardiaque quand le patient est littéralement mort, est en arrêt cardio-respiratoire. On va injecter de l'adrénaline pour essayer de le faire revenir. C'est différent. Ça, c'est l'adrénaline intraveineuse. L'adrénaline intramusculaire, comme on a ici, c'est pas la même concentration. Puis comme ça va dans le muscle, c'est absorbé doucement dans le sang. Fait que la quantité d'adrénaline que le corps va recevoir, c'est la même quantité que si je suis en train de faire une communication orale en secondaire 4. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais avoir le stress des mains qui shake un petit peu, la voix qui tremblote un peu comme ça, puis le cœur qui débat. 10-15% des gens vont avoir un petit peu mal à la tête aussi parce qu'ils sont sensibles à ça. Puis that's it, c'est tout. Fait que c'est aucunement dangereux, l'adrénaline intramusculaire. C'est pas pour ça qu'on va à l'urgence. Et ça, c'est une nouvelle position qu'on a depuis l'été dernier au Société canadienne. Mais maintenant, on dit, si tu es en train d'hésiter à savoir, je me donne-tu l'épi ou pas? Ah, mais je pense pas que je vais aller à l'urgence. Oublie l'urgence. Donne-toi l'épi, puis au pire, tu n'iras pas à l'urgence, mais c'est une autre décision à prendre. La recommandation, c'est pas, on ne dit pas, on dit aux gens, n'allez pas à l'urgence. La recommandation générale, c'est d'aller à l'urgence. Mais on reconnaît que les gens peuvent décider de ne pas aller à l'urgence, mais il ne faut pas que ça vous empêche de donner l'épinéphrine. Donc, voilà. Ça, c'était le petit point. Donc, la première étape, c'est vraiment l'adrénaline. Deuxième étape, on appelle au secours. Mettons qu'on dit, je ne veux pas aller à l'urgence, je ne considère pas que c'est assez sévère, c'est une décision personnelle. En général, quand c'est les enfants, on a tendance à ne pas vouloir prendre de chance pour nos enfants, on ne prend pas de risque, on a tendance à les amener un peu plus. Les adultes, on le sait, on prend des décisions pour nous, puis c'est à nous d'assumer les risques. Fait qu'il y a des gens qui vont choisir de ne pas y aller parce qu'ils se sentent en confiance puis ils sentent que ça va bien. On peut prendre ces décisions-là, mais il faut quand même faire cette étape 2 d'appeler au secours, c'est-à-dire qu'il faut le dire à quelqu'un qu'on est en train de réagir. Surtout les adultes, les adolescents, notre réaction, le réflexe, c'est de ne pas vouloir déranger. Fait qu'on va avoir tendance à s'isoler. Oh, je vais aller, je ne veux pas casser le party, je vais aller à la salle de bain, puis là, le monde, ils n'ont pas leur épi, fait qu'ils vont prendre du Benadryl caché dans la salle de bain. C'est parce que si ça ne va pas bien,
ben, après ça, il n'y a personne qui sait que tu es en train de réagir, puis il n'y a personne qui peut t'aider. Donc, ce que je dis aux adultes, c'est que lorsque tu fais une réaction, que ce soit une réaction anaphylactique ou même une réaction légère qui s'en vient, il faut le dire à quelqu'un. Puis au pire, tu peux le dire en blaguant, tu peux dire oh, y avait-tu des pinottes là-dedans? Ça pique dans la bouche. En tout cas, si je fais la planche, je ne me sens pas bien, mon épipène est dans mon sac. Ha 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 ha, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Probablement que ça n'arrivera pas. Mais si jamais ça arrive, tout le monde le sait autour de la table qu'il y a un épipène ou un allergique dans le sac, puis ils vont être capables de le donner à ce moment-là. La pire chose qu'on peut faire, c'est dire oh, je vais aller prendre l'air. Puis là, s'en aller dehors. Puis là, si ça ne va pas bien, ben, on n'est plus capable de le dire. Puis c'est là qu'il y a des drames qui se passent. Donc, deuxième étape, c'est d'appeler au secours. Typiquement, on recommande d'appeler le 911 quand on a une vraie anaphylaxie. Euh, et ensuite, on relaxe. Parce que s'activer, se mettre à courir puis à paniquer, ça active les cellules d'allergie. Donc, on prend ça relax et on laisse le temps que l'épinéphrine fasse effet. Et ça fait effet rapidement, l'épinéphrine. En dedans de 5 minutes, là, on devrait déjà avoir les effets qui commencent, puis on va avoir le gros de l'effet au bout de 15 à 20 minutes. Fait que si au bout de 5 minutes, ça commence à aller mieux, on prend ça relax, puis on attend, puis on laisse l'épinéphrine faire son effet. Si au bout de 5 minutes, ça ne va pas mieux, et puis, ou pire, ça rempire, on va redonner une deuxième épipène. On peut le donner peut-être dans l'autre cuisse à ce moment-là, juste d'un coup que ça absorbe. Un truc qui fait que des fois, c'est moins bien absorbé, c'est quand les gens sont déshydratés. Fait qu'à l'hôpital, des fois, en fait, on va juste mettre un soluté à la personne, pas de médicament dedans, on fait juste mettre un soluté. Puis bon, soluté, c'est pour faire monter la pression, mais il n'y a pas de raison que le soluté, ça aide avec la peau ou ça aide avec l'asthme. Mais miraculeusement, tout d'un coup, le patient va mieux. Mais pourquoi? Ben, c'est juste qu'on a augmenté, le patient est mieux hydraté, la cuisse est mieux perfusée par le sang, fait que le médicament, il rentre mieux dans le corps. Fait que ça se peut des fois que l'adrénaline elle est plus discutée à faire effet parce qu'on est trop déshydraté. Puis en ce moment, on va donner plus d'épinéphrine. C'est sûr qu'en plein milieu de la crise, quand même bien qu'on boira un Gatorade, ça va aider dans les 30 minutes qui suivent, mais pas dans l'immédiat. Immédiat. Euh, on peut masser au niveau de la cuisse. Il n'y a pas d'étude qui a montré que ça aidait, mais masser en général, ça peut aider la circulation un petit peu, donc ce n'est pas une mauvaise chose de le faire. Ensuite, bon, on se dit de se rendre à l'hôpital. Fait que, bon, évidemment, ça dépend d'où est-ce qu'on se trouve. Là. Si on est en ville, généralement, c'est mieux d'y aller en ambulance. Quand on est en périphérie, ben, ça dépend vraiment de quoi ont l'air les services d'urgence santé dans votre coin. Des fois, c'est mieux de se rendre en voiture, mais il ne faudrait pas que ce soit la personne allergique qui conduit, parce qu'évidemment, là, on peut faire un accident, mais si quelqu'un peut nous amener, on va trouver la façon d'y aller le plus rapidement. Puis la dernière étape, on dit d'aviser, là, évidemment, c'est dans le cas d'un enfant, là, mais d'aviser le parent ou le tuteur de l'enfant pour qu'il puisse venir vous rejoindre à l'urgence, rejoindre son enfant à l'urgence à ce moment-là. Puis bon, l'encadré ici, là, qui le rappelle ce que j'ai dit au début, c'est vraiment la réaction allergique qui nous amène à l'hôpital, c'est pas l'adrénaline. L'adrénaline n'est pas dans ce cas. Merci beaucoup pour ces recommandations. Je rappelle à notre audience que nous avons ces 5 mesures d'urgence disponibles en téléchargement sur notre site Web. Vous pouvez donc les imprimer et les afficher pour les accéder facilement. J'aimerais maintenant revenir au point 3 de ces mesures d'urgence. Parlons maintenant du moment propice d'administrer la deuxième dose d'épinéphrine. Comment savoir quand l'administrer et où doit-elle être injectée? Quels sont les symptômes qui signalent le besoin d'une seconde dose et combien de temps devrions-nous attendre? Fait que typiquement, on dit 5 minutes. OK? Fait qu'au bout de 5 minutes, la première injection devrait commencer à faire effet. Donc, si nos symptômes d'allergie demeurent, et puis en fait, c'est les mêmes symptômes d'allergie qui nous ont poussé à donner l'injection au départ. Donc, si je continue à avoir de l'urticaire à la grandeur du corps, si je continue à être essoufflé, si je continue à être étourdi, on va donner une autre épinéphrine. Le symptôme qui répond pas toujours très bien à l'adrénaline, c'est le mal de ventre. Fait que le mal de ventre, c'est comme un peu aléatoire là, dans les modèles de souris, ça a tout été testé. C'est parce qu'un récepteur, il y a 2 récepteurs d'adrénaline sur les muscles du tube digestif. Un qui augmente les contractions, puis un qui relâche les contractions. Fait que c'est un peu un 25 cents tiré dans les airs à savoir si ça va-tu vraiment aider ou pas. Quand on donne très tôt, comme ça casse la réaction sur les cellules d'allergie, ça va vraiment aider les maux de ventre. Mais là, ça fait un petit bout de temps que les maux de ventre ils durent et qu'on a vraiment mal au ventre. Des fois, le monde va dire l'adrénaline n'aide pas le mal de ventre. Donc, mettons que je me donne l'adrénaline,
tous mes autres symptômes s'en vont. Ma peau va bien, ma respiration va bien, mais j'ai encore très mal au ventre. Là, l'idée, ce n'est pas de donner d'autres adrénaline. Généralement, ça n'aidera pas, là. Au contraire, ça peut contribuer que le mal de ventre dure un petit peu plus longtemps. Fait que c'est la seule exception. Sinon, tous les autres symptômes, s'ils ne sont pas en train de s'améliorer, ben, on en redonne une deuxième. Encore, comme je disais tantôt, c'est pas dangereux. Fait que même si on donne 2 doses, puis on donne 3 doses, ben, on va shaker un petit peu plus longtemps, mais ça ne va pas nous faire de réactions dangereuses, là, comme ça pourrait faire, par exemple, si on donnait intraveineux. Sinon, l'endroit, ben, c'est encore la même chose, c'est le muscle. On peut changer de côté si on veut, mais ce n'est pas obligé. Donc, je veux juste revenir sur 2 points que tu viens de mentionner. Un, tu dit c'est pas obligé de changer de jambe, fait qu'on peut le donner la deuxième injection dans la même jambe. Est-ce qu'on doit s'éloigner du site de la première injection? Peux-tu nous parler un petit peu plus de ce point-là? Et ma deuxième question est, tu as mentionné une troisième dose. Est-ce que ça arrive qu'après 2 doses, une personne a encore des symptômes et comment doit-on réagir? Fait que normalement, après la deuxième dose, si on n'a pas déjà appelé les soins de santé puis on n'est pas déjà en route vers l'hôpital, là, il faudrait y aller. Euh, Classiquement, les patients, bon, tu donnes l'adrénaline, ça va casser la réaction. Fait que typiquement, une dose est suffisante. Ce qui peut arriver, c'est qu'on réagit, puis ça, on voit ça particulièrement chez les adultes, mais on voit aussi chez les enfants, c'est que tu as mangé l'aliment, il est dans ton estomac, tu commences à réagir parce que tu commences à absorber de l'aliment, tu donnes l'adrénaline. Ça fonctionne bien l'adrénaline, mais elle va avoir une durée qui va être à peu près de 30 minutes. Au bout de 40 minutes, les cellules qui étaient pour s'activer ont été bloquées par l'adrénaline, c'est bien. Mais toi, tu as encore les peanuts ou peu importe l'allergène dans ton estomac, puis tu es encore en train de l'absorber, fait que ça continue à augmenter la concentration dans ton sang. Fait que là, tu as une poursuite de l'absorption, fait que tu as une nouvelle vague de réactions allergiques qui repasse, que les symptômes repartent de plus belle. Fait que c'est pas que la première n'a pas fonctionné, c'est juste que tu es encore en train de manger des peanuts via ton absorption de ton estomac. Fait que souvent, là, on va donner une deuxième injection et là, ça va casser puis ça reviendra plus. Si on a des patients, surtout si on a attendu pour donner l'épinéphrine, que eux autres, là, on n'a pas réussi à casser la réaction. Fait que le gros de l'effet de l'adrénaline, ça va durer pendant 30 minutes. On va donner une autre épinéphrine, on va avoir encore un effet pendant 30 minutes. Ça se peut qu'après 30 minutes, on soit encore obligé d'en donner. Et ces patients-là, typiquement, à l'hôpital, on va les mettre avec un soluté qui a de l'adrénaline dedans, le temps que la réaction vraiment se tasse d'elle-même. Puis là, potentiellement, pendant la nuit ou le lendemain matin, là, on va arrêter et on va pouvoir retourner à la maison. Fait que c'est pas typique d'avoir besoin de 3 injections. C'est classiquement chez les gens qui ont eu un retard dans l'administration de l'épinéphrine ou chez les patients qui reçoivent des médicaments qui font que l'épinéphrine fonctionne moins bien, comme les bêta-bloqueurs, qui sont des médicaments pour le cœur ou la pression, qui sont généralement donnés plus chez les personnes plus âgées. Là, c'est moins fréquent chez les enfants, mais il y en a qui en reçoivent pour toutes sortes de raisons, des malformations veineuses, des choses comme ça. Donc, ces médicaments-là font que des fois, l'adrénaline va moins bien fonctionner. Donc, ça, c'est la situation où est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'une troisième adrénaline. Quand on va redonner l'adrénaline, ben, c'est encore la même zone qu'on va donner, mais la zone est quand même assez large. Typiquement, on ne va pas donner exactement à la même endroit où est-ce qu'on a piqué, parce que il y a 2 choses. C'est que, bon, si la première n'a pas absorbé parfaitement bien stratégiquement, ben, peut-être que je suis un petit peu plus loin, je suis peut-être plus proche de mon réseau veineux qui va faire que ça va être mieux absorbé. Puis l'autre chose, c'est quand on injecte à un endroit, on met du liquide à cet endroit-là, on fait comme une sorte de petite enflure à cet endroit-là. Si on remet encore au même endroit, ben, on est juste à l'enflure, on rajoute à l'enflure. Encore là, on a plus envie de l'étaler, étaler le médicament sur le muscle. Fait que typiquement, on va aller piquer de l'autre côté pour la deuxième injection. Mais c'est le même site, là, c'est dans cette même zone-là ben, c'est gros de peut-être 10 cm par 10 cm, là, en plein milieu, finalement, de la cuisse. Mais parfait. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Je vous demande maintenant de passer à la portion de démonstration des auto-injecteurs. Oui, Donc, pour ceux qui ont leur dispositif de formation à portée de main, veuillez suivre, avec le docteur Végin pour apprendre à bien utiliser votre auto-injecteur. Donnez-moi juste une seconde pour mettre le docteur Végin en vedette et masquer mon image. Voilà, docteur Végin, allez-y. OK.
Donc, je suis prêt à injecter mon adrénaline. J'ai rencontré les critères qu'on a dit plus tôt. Euh, donc, je vais me lever pour vous montrer. Évidemment, on peut le faire assis, couché ou à la limite debout comme ça si on n'est pas du tout étourdi. Donc, on veut vraiment venir piquer dans le vaste latéral. Donc, on dit antérolatéral. Fait que le côté est ici, le devant de ma cuisse est ici. Fait que entre les deux. Et puis, au milieu de ma cuisse. Donc, dans la zone ici. Fait que tout ça ici, c'est toute une bonne place pour piquer. On a quand même du jeu. Évidemment, chez un bébé, ben, c'est plus petit. Faire attention, ici, on peut avoir une poche, là, comme ici, j'ai une poche qui descend assez bas. Fait que l'aiguille est propulsée, puis c'est capable de traverser un tissu, c'est capable de traverser les jeans, mais ça ne va pas traverser un portefeuille ou un téléphone, par exemple. Donc, juste s'assurer que ici, il y a vraiment juste une couche de tissu. Ou, ben, c'est sûr que si je suis en public, je vais vraiment faire au travers de mon pantalon. Je vais faire un petit trou dans mon pantalon. Fait que, si je suis à la maison, un endroit où c'est plus petit, je peux baisser mon pantalon et le faire directement sur ma cuisse. Ça m'évite de faire un trou dans mon pantalon. Mais en cas d'urgence, ça va passer au travers. Donc, première chose, j'enlève, ici c'est l'épipène, donc j'enlève mon garde bleu qui pointe vers le haut et je pique avec mon bout orange. Je vais le tenir bien solidement dans ma main et je vais peser fort. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, ça fait clic. Donc là, normalement, on aurait eu l'aiguille qui aurait déclenché. Ça serait en train de me donner l'injection. Je compte jusqu'à 5 lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Ou si je suis stressé et je compte vite, je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, je peux le retirer. Là, je suis sûr que mon médicament a été donné en entier. Donc, là, j'ai craqué comme ça, parce que c'est un démonstrateur. Euh, le vrai EpiPen, quand on l'utilisait, je vais vous montrer ici à la caméra, vous voyez que le bout orange ressort pour cacher l'aiguille, pour pas qu'on se repique et qu'il y ait d'accident. Évidemment, on ne va pas repeser comme je viens de faire, là, parce qu'on veut la garder cachée, l'aiguille. Donc, ça, c'était pour l'EpiPen. Et maintenant, mon allergèque. Donc, j'ouvre l'étui. J'enlève le bout rouge. Exactement à la même place. Je vais peser. Puis là, ben, il compte pour moi. Fait que 5, 4, 3, 2, 1. Blip, 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 blip. Injection a été donnée. Et puis lui, en fait, il va aspirer l'aiguille. Fait que l'aiguille va rentrer dedans après qu'on l'ait donné. Un petit truc, bon, c'est moins un problème avec l'allergèque, mais pour les pics, quand vous voyez les pictogrammes, souvent, là, il va y avoir quelqu'un comme ça pour montrer de souligner comme ça. On n'a pas besoin de souligner, là. Et puis, pen, ça veut dire stylo en anglais, là. C'est pas un poignard, là, c'est un crayon, OK? Fait on pèse tout simplement. Quand on swing, ben d'abord, ça rend ça hyper dramatique. Fait que ça fait juste peur à l'enfant, puis ça n'a pas besoin. Tu sais, mettons que je suis diabétique puis je me donne mon insuline ou mon médicament par injection, ben, je vais faire clic, clic, je vais donner mon médicament, je ne vais pas essayer de m'achever avec mon médicament. Là, ben, c'est la même chose avec l'épinéphrine. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. Et l'autre chose, c'est que si on swing, ben, on peut se manquer. On peut passer tout droit. Fait que là, on va avoir du monde qui vont se couper avec l'aiguille, elle va ressortir, puis ils vont mettre du médicament par terre au lieu dans le muscle où il a besoin d'être. Des fois, surtout pour les enfants, il y a beaucoup de résistance. C'est 5 livres de pression que ça prend pour activer un EpiPen. Fait que des fois, on peut être obligé de donner un petit coup, là, mais pas besoin de souligner. L'allergique, c'est moins de pression, fait que d'habitude, les enfants sont capables de l'activer eux-mêmes. Merci beaucoup pour ces démonstrations. Je vais maintenant partager l'écran pour qu'on puisse avoir une discussion. On a reçu quand même plusieurs questions lorsque les personnes ont vu le Facebook Live avec vous. Donc, une des premières questions qu'on a reçues est, est-ce qu'une réaction anaphylactique se présente toujours dans les minutes suivant l'exposition à l'allergène? C'est une bonne question. Donc, typiquement, c'est dans la demi-heure qui suit l'ingestion de l'aliment qu'on va commencer à avoir les symptômes parce que ça prend une demi-heure pour que tu commences à absorber l'aliment. Mais dépendamment de ton niveau d'allergie, ça peut prendre une certaine concentration sanguine avant de commencer à faire ta réaction. Fait que normalement, après que tu aies mangé, que tu aies fini de manger un aliment, ça prend 1 heure avant que tu atteignes la concentration plateau dans ton sang de l'allergène. Fait que typiquement,
Ça va être au bout de 30 minutes, mais jusqu'à 1 heure après. Après 1 heure, on ne fera plus de réaction normalement. Donc, c'est pour ça qu'à l'hôpital, quand on fait des provocations pour voir si la personne est allergique, on va toujours garder le monde 1 heure. Il y a encore de l'allergène dans ton estomac. Donc, il y a une exception à ça. Si les personnes, par exemple, ont pris l'allergène, sont assez allergiques pour réagir juste à leur dose, mais là, 1 heure et demie après avoir mangé ou 2 heures après avoir mangé, là, ils vont courir ou ils prennent de l'alcool, des anti-inflammatoires, des choses qui vont irriter l'estomac, qui vont perturber la barrière de l'estomac. Puis là, l'allergène, pas qu'on le digéré, va passer directement en circulation. Là, on a tout d'un coup une grosse concentration d'allergènes qui passe en circulation et qu'on peut avoir des réactions retardées à ce moment-là. Mais il y a toujours un contexte là, qui fait que c'est arrivé si tard que ça. Et puis ça peut aller jusqu'à 3-4 heures après l'ingestion de l'aliment. Par contre, si quelqu'un dit j'ai fait une réaction, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est peut-être le truc que j'ai mangé la veille, ça, c'est sûr que non. C'est beaucoup trop tard après. Bon, ben, merci. La prochaine question reprend un peu les points que tu as mentionnés plus tôt. C'est important d'utiliser l'épinéphrine rapidement. Combien de temps avons-nous pour traiter une réaction anaphylactique? Ben, on sait que si on traite dans la demi-heure, on a plus d'effet de notre adrénaline, mais vraiment, c'est le plus tôt possible. Fait que le plus tôt possible, quand on voit que tu as une anaphylaxie, parce qu'évidemment, ça fait juste picoter dans la bouche, euh, les chansons, c'est que ça va rester comme ça et que ça ira pas plus loin. Fait que pas besoin automatiquement de sauter sur l'adrénaline. Évidemment, c'est au cas par cas, parce que si on a déjà eu des réactions dans le passé avec le même aliment, la même quantité, que ça commence par un picotement puis ça virait en anaphylaxie, puis là, ça se peut que votre allergologue ait recommandé, dès que tu as des petits symptômes, tout de suite, tu le donnes. Mais de façon générale, si c'est juste un symptôme et qu'on n'a pas d'historique que ça soit allé plus loin, on peut attendre pour voir quel bord que ça prend. Si par contre, on commence à voir nos symptômes d'anaphylaxie qu'on a mentionnés plus tôt, là, on va aller tout de suite avec l'adrénaline. En fait, dès qu'on les voit, ces symptômes-là, le plus tôt, c'est le mieux. Une demi-heure plus tard, bien, on n'aura plus cet effet pour casser la réaction, mais on va encore avoir l'effet pour traiter la réaction. Donc, on veut le donner parce qu'il faut être capable de respirer jusqu'à ce qu'on se rende à l'hôpital. Parfait. Et puis, la prochaine question porte sur la confusion entre les antihistaminiques et l'épinéphrine. Qu'est-ce que l'épinéphrine fait que les antihistaminiques, c'est un mot difficile pour moi aujourd'hui, ne font pas? Fait que les antihistaminiques vont vraiment, ça va traiter vraiment surtout la peau. Donc, ça va traiter la démangeaison, la rougeur. Mais c'est une pilule, hein? La pilule, elle prend 30 minutes avant d'être absorbée, comme la nourriture. Une fois qu'il est en circulation sanguine, elle ne fait pas encore son effet, parce que son effet, il est dans les tissus, il est dans la peau. C'est 90 minutes supplémentaires pour avoir le plein effet d'un antihistaminique. On va commencer à avoir des effets au bout de 30 minutes, mais au bout de 30 minutes, tu as juste 15% du plein effet de ton antihistaminique. Fait que l'antihistaminique, tu peux le prendre pour les symptômes légers de démangeaison, justement au niveau de la bouche. Si c'est purement que cutané, tu peux le donner. Mais il faut juste savoir que c'est long à faire effet. Fait que quelqu'un qui me dit j'ai pris mon réactine après ma dose, puis c'est tout rentré dans l'ordre en 10 minutes, ben, c'est que c'était probablement dû pour rentrer dans l'ordre de toute façon. C'était probablement pas une grosse réaction sur le coup. C'est pas une erreur de prendre un antihistaminique. L'erreur, c'est de prendre l'antihistaminique parce qu'on a peur de prendre l'épipène. Donc, j'ai mes symptômes d'anaphylaxie, et ouf, ça me fait peur de prendre rien, je ne veux pas aller à l'urgence, je vais prendre mon antihistaminique à la place. Mais ça, c'est pas bon parce qu'il ne fait pas ce que l'adrénaline fait. Il ne désactive pas les cellules, puis on est en train de perdre un temps précieux, ou est-ce que si tu donnais ton adrénaline tout de suite, tu casserais ta réaction. Puis là, dans 30 minutes, quand tu dis, ouais, finalement, il ne fonctionne vraiment pas, mon antihistaminique, ben là, c'est 30 minutes que tu as perdu, que tu aurais pu te donner ton adrénaline avant. Sinon, l'adrénaline, elle va jouer sur les bronches, elle va ouvrir nos bronches, aider à respirer. Ça va augmenter notre pression aussi, ce que l'antihistaminique ne fait pas. Super. Et d'ailleurs, je dis que ça sert à traiter la peau, mais si on est rouge de la tête aux pieds, si moi, à l'hôpital, je vois un patient qui fait une provocation, il est rouge de la tête aux pieds, il n'y a aucun autre symptôme, on n'a pas de système d'atteinte, c'est juste rouge de la tête aux pieds. Je donne de l'adrénaline pareil, parce que l'adrénaline, ça fonctionne vite, ça fonctionne bien. Fait que le patient, si je fais juste donner un antihistaminique, là, il va en avoir pour se gratter toute l'après-midi puis toute la nuit aussi, il va être complètement malheureux, là. Fait que c'est jamais une erreur de donner l'épinéphrine. Fait que même si on ne rencontre pas tous les critères d'anaphylaxie, c'est le médicament qui fonctionne le mieux puis le plus rapidement. Donc, du moment qu'on sent que c'est une grosse réaction, on peut donner l'épinéphrine même si c'est que la peau.
Merci. Donc, avant de passer à la prochaine question qu'on a reçue d'avance, je rappelle à notre audience que vous pouvez soumettre vos questions live sur Facebook dans la boîte commentaires. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Dr. Bégin. La prochaine question qu'on a reçue, c'est comment savoir la différence entre une anaphylaxie et une crise d'asthme? Tu en as mentionné plus tôt, mais on aimerait avoir plus de précision à ce niveau-là. Ouais. Fait que, conceptuellement, en fait, c'est que la crise d'asthme, surtout la crise d'asthme allergique, c'est, mettons que j'entre dans une pièce et je suis allergique au chat. Qu'il y a un chat dans la pièce. L'allergène, je ne l'ai pas mangé, il est en suspension dans l'air. Fait que je vais respirer l'allergène. Fait que partout où est-ce que l'allergène va venir toucher, ça va déclencher une réaction allergique. Donc, dans mes yeux, je vais avoir les yeux qui piquent, le nez, je vais éternuer. Et je vais respirer. Donc, partout dans mes bronches, je vais avoir l'allergène qui va se déposer, et que ça va déclencher ma crise d'asthme. Mais la réaction est vraiment au niveau des bronches. Donc, je vais traiter avec mon Ventolin, qui est une sorte d'analogue de l'adrénaline. Il ne fait pas tout ce que l'adrénaline fait, mais il fait ce que l'adrénaline fait au niveau des poumons. Ça va aller traiter juste au niveau des poumons. C'est logique. Je traite là où est-ce que j'ai un problème. La différence, c'est que si je viens de manger des peanuts et que je fais une crise d'asthme, je n'ai pas respiré les peanuts. Les peanuts, les protéines de peanuts, ils ne vont pas dans l'air. Fait que j'ai mangé les peanuts. Si je fais une crise d'asthme, c'est parce que j'ai absorbé la protéine et via la circulation sanguine, assez rendue à mes poumons. Fait que là, c'est pas. L'allergène, il n'est pas dans mes bronches, il est dans mes poumons partout. Puis il n'est pas juste ça, il est en fait partout dans mon corps aussi. Fait que le traitement aussi, ça doit être systémique. Fait que je m'injecte pour que l'adrénaline aille partout où est-ce que l'aliment est allé. Fait que si je fais une crise d'asthme, puis ben, j'ai un rhume, puis un chat, c'est comme évident que ce n'est pas une allergie, c'est correct de prendre mes pompes. Si je fais une crise d'asthme, après avoir mangé des peanuts, 15 minutes par exemple, ou 30 minutes après avoir mangé des peanuts, il faut faire le lien que c'est probablement dû aux peanuts, on va traiter avec de l'adrénaline à ce moment-là, même si je n'ai pas d'autre système d'atteinte. Puis à n'importe quel moment, si je fais une crise d'asthme et que je fais de l'urticaire à grandeur, ben là, ce n'est pas le chat qui a donné ça. Là. Fait que c'est une anaphylaxie. Il va falloir trouver à quoi j'ai fait mon anaphylaxie. Excepté si on injecte le chat. Si on injecte du chat, l'allergène de chat va passer à la circulation sanguine et puis la personne peut faire une anaphylaxie. On voit ça des fois pour les gens qui font des désensibilisations par injection au chat. Ben, oui, eux autres peuvent faire des anaphylaxies au chat. Mais sinon, le chat dans l'environnement, c'est des symptômes purement respiratoires. Euh, je veux revenir sur les antihistaminiques. Euh, Est-ce que le Benadryl peut être utilisé pour traiter l'anaphylaxie? Puis, on entend souvent des histoires de patients qui ont reçu l'antihistaminique au début, ils attendent voir. Premièrement, la question est, ils attendent pour voir quoi? Quels sont les symptômes qu'ils devraient rechercher s'ils attendent après avoir donné l'antihistaminique pour un symptôme qui pourrait sembler bénin? Mais à quel moment devrait-il se dire non, non, c'est le temps de l'épinéphrine? Fait que d'abord, le Benadryl en soi, on ne le recommande plus du tout. Fait que même qu'on est en train d'essayer de travailler avec la Société canadienne pour essayer de le retirer des pharmacies pour qu'il ne soit plus en vente libre. Toutes les autres antihistaminiques en vente libre, c'est ce qu'on appelle des antihistaminiques de deuxième génération qui n'ont pas tous les effets secondaires du Benadryl. Le Benadryl, il endort, il affecte l'attention, puis il peut avoir plein d'autres effets secondaires là, pour les personnes âgées en plus qui sont pas commodes. Puis les gens ont l'impression que c'est safe parce qu'il est bien connu, tout ça. Mais non, en fait, les autres, puis qui est plus fort aussi, il m'assomme, il doit être fort. En fait, non, il n'est pas plus fort que les autres, il est peut-être même un peu moins fort que le réactif. Euh, pour avoir plein d'effets secondaires que le réactif n'aura pas. Puis des fois, il y a des gens qui disent ah, moi, je prends ça pour mes démangeaisons le soir, ça m'aide à dormir, fait que c'est parfait. Même ça, c'est une mauvaise idée parce que le sommeil induit par du Benadryl, c'est du sommeil léger. Le Benadryl t'empêche d'aller dans les phases profondes du sommeil, celles qui sont réparatrices. C'est exactement comme l'alcool. Est-ce qu'on prendrait de l'alcool pour s'aider à dormir? Non, on sait qu'est-ce qui arrive quand on dort après avoir pris de l'alcool, on se réveille encore plus scrap le lendemain matin, mais c'est exactement ça que le Benadryl va faire. Donc, Benadryl en général, on n'utilise plus. C'est plutôt des antihistaminiques de deuxième génération. Arius, Claritin, Allegra, Reactine, c'est les quatre qui sont en vente libre. Et puis, il y a Rupal et Blexten qui sont ceux qui sont en vente sous prescription. Donc ça, c'est toutes les options qu'on va utiliser pour les symptômes qui ne sont pas de l'anaphylaxie. Donc, si je prends ma dose et puis que ça pique dans ma bouche, puis c'est désagréable ou j'ai un peu mal au ventre, on peut prendre un antihistaminique. Ça ne fera pas effet sur le coup.
Mais tu sais, si une heure après, ça me pique encore, je dis, ah, j'aurais peut-être dû le prendre. Fait que c'est ça la logique. Du moment, on dit observer après, mais si je développe des plaques sur le reste du corps, si je développe des symptômes respiratoires, si ma pression commence à chuter, je suis étourdi, bien là, tout d'un coup, j'ai des symptômes d'anaphylaxie. Automatiquement, ça doit être l'épinéphrine à ce moment-là. Tu vois, des gens qui disent qu'il ne faudrait pas donner l'antihistaminique parce que ça peut camoufler les symptômes qui s'en viennent. Dans les faits, c'est tellement lent à agir les antihistaminiques qu'il est peu probable que ça camoufle les symptômes. Le plus probable, c'est que ça donne une fausse rassurance, donne l'impression que tu as fait de quoi, alors qu'en fait, tu n'as pas traité pantoute ton anaphylaxie, puis tu la laisses progresser. C'est ça le vrai problème. Des points très importants, merci. Mais ça fait le tour de nos questions. Merci à tous ceux qui nous ont soumis des questions et merci beaucoup, Dr. Bégin, pour vos réponses utiles et votre participation aujourd'hui. Donc, je vais juste faire mes petits mots de clôture. Nous avons couvert beaucoup d'informations et vous pouvez trouver plus de renseignements sur notre site web allergiealimentaire-canada.ca. Comme mentionné au début de la séance, c'est le mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires et nous nous concentrons sur l'éducation relative à l'anaphylaxie en organisant des séances comme celle d'aujourd'hui. Nous avons continué cette année notre initiative L'anaphylaxie, connaissez-la, traitez-la, qui met en vedette les témoignages d'expériences réelles sur les signes et les symptômes de l'anaphylaxie ainsi que sur son traitement. Apprenez-en plus sur allergiealimentaire-canada.ca/mai, comme le mois de mai. Consultez également nos ressources telles que la courte vidéo Anaphylaxie 101, les courtes vidéos que Dr. Bégin nous a fait, qu'est-ce que les allergies alimentaires et qu'est-ce que l'anaphylaxie. Nous avons aussi plusieurs feuillets tels que les 5 mesures d'urgence que nous avons révisés plus tôt, ainsi que des webinaires en français et en anglais et plusieurs autres ressources qui pourront être très utiles. De plus, vous pouvez suivre le cours en ligne gratuit à partir de connaître-les-allergies.ca. Ces cours d'environ 30 minutes vous permettront d'apprendre des notions de base relatives à l'anaphylaxie, de découvrir des façons de réduire les risques et de prendre connaissance du traitement d'urgence recommandé. De plus, vous pouvez tester vos connaissances et recommander les cours à votre entourage. N'oubliez pas, finalement, de commander vos dispositifs de formation si vous n'en avez pas pour que vous puissiez répéter les étapes que Dr. Bégin nous a démontrées. Dr. Bégin, nous avons couvert beaucoup d'informations dans ces 50 minutes. Pouvez-vous résumer les principaux points que vous voulez vous assurer que les gens à l'écoute retiennent? Fait que s'il y avait quelques points à retenir de la session d'aujourd'hui, d'abord, ce serait que si on est incertain à savoir si on vit une réaction qui mérite l'épinéphrine ou pas, ben, on ne se trompe jamais. Ah, je pense qu'on a perdu le Dr. Bégin. Ah, il est de retour. Jamais de la donner, pas la dose, ou si on donne notre première dose et qu'on décidait de ne pas aller à l'urgence, ben, d'avoir un backup pour si la réaction voulait progresser. C'est important de se pratiquer avec les démonstrateurs pour être prêt quand ça arrive et ne pas faire d'erreur. Et aussi de faire la formation puis démontrer aux personnes qui nous entourent comment l'utiliser si c'était elles qui étaient appelées à le donner. Et si vous n'êtes pas sûr de vous rappeler tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, bien, tout simplement aller sur le site d'Allergie Alimentaire Canada pour plein d'outils récapitulatifs comme on vient de le mentionner. Super. Merci beaucoup, Dr. Bégin. Vous avez gelé un petit peu au début de votre Oh, discours. Fait que pouvez-vous répéter le premier point que vous avez mentionné? donc, le premier point, c'est que si on est incertain à savoir si on est en train de vivre une réaction anaphylactique ou pas, on ne se trompe jamais de donner l'épinéphrine. Donc, dans le doute, donnez-la parce que l'épinéphrine n'est pas dangereuse et plus on la donne tôt, plus elle est efficace pour casser la réaction. Super. Bien, merci beaucoup pour cet excellent résumé, Dr. Bégin. Comme vous le savez peut-être, Allergie alimentaire Canada est un organisme à but non lucratif. Nous sommes entièrement dépendants de dons pour soutenir notre mission. Si vous pouvez envisager de faire un don à notre organisation, nous vous en serions très reconnaissants. Vous pouvez visiter allergiealimentaire-canada.ca/donner pour en savoir plus sur l'effet de vos dons. Nous tenons également à remercier nos commanditaires pour cet événement, la Fondation Schroeder, le Bureau canadien de l'arachide et EpiPen. Ceci conclut maintenant notre événement Facebook Live. Clairement, je ne suis plus capable de parler. Donc, merci beaucoup à notre audience. Merci beaucoup, Dr. Bégin.
et bonne journée à tous. Bonne journée.